Bonjour à tous et bienvenue pour notre webconférence sur les absences injustifiées et l'abandon de poste des salariés en CDD ou CDI. Je suis accompagnée aujourd'hui de Gwenaëlle Petit. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Mylène, bonjour tout le monde. Gwenaëlle qui est juriste chez Jury Travail et donc je suis Mylène Volpillac, ambassadrice Jury Travail et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre webconférence. Avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, petit tour d'horizon de Jury Travail pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans et 20 ans cette année. Nous avons une équipe de 50 juristes et plus de 700 avocats qui chaque jour décryptent l'actualité juridique et vont rédiger des dossiers, des modèles de lettres ou de contrats pour vous aider dans la gestion de votre entreprise au quotidien. Nos experts, dont Gwenaëlle fait partie, vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Aujourd'hui, et nous en sommes très fiers, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance et utilisent nos services au quotidien. Donc, quels sont-ils nos services? Nous avons créé 2 formules spéciales pour les professionnels, la formule Pro et la formule Premium, qui vous permettra de contacter, dès que vous en avez le besoin, un juriste qui répondra à vos questions, quel que soit le domaine de droit. Vous pourrez accéder à l'ensemble de notre base documentaire, donc incluant, comme je vous le dis, les dossiers, modèles de lettres, modèles de contrat, bien évidemment, à jour des derniers textes de loi, et vous pourrez profiter, bien évidemment, de votre convention collective. Je vous invite vivement, à l'issue de la webconférence, à aller sur le site de Jury Travail ou de suivre le lien que vous a envoyé Marine dans le chat pour découvrir nos formules et choisir celle qui vous conviendra le mieux et conviendra le mieux aux besoins de votre entreprise. Nous allons pouvoir, Gwenaëlle, si tu le veux bien, rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les absences injustifiées. On le sait, la période estivale est souvent propice à ce genre d'absence-là et du coup peut déséquilibrer un petit peu votre organisation pendant l'été. Depuis la loi marché-travail et le décret qui est rentré en vigueur le 19 avril 2023, la procédure a changé en ce qui concerne les abandons de poste. Aujourd'hui, le salarié qui abandonne volontairement son poste peut désormais être présumé démissionnaire. Nous allons faire le point ici à comment vous, en tant qu'employeur, devez réagir face à une absence injustifiée. Quelles sont les différences entre une absence injustifiée, l'abandon de poste, et nous allons voir ensuite des cas concrets que vous allez pouvoir rencontrer au sein de votre entreprise. Pour traiter ce vaste sujet, donc 4 grandes parties. Dans un premier temps, les absences injustifiées, comment réagir. Nous traiterons également des faux arrêts de travail et de la procédure en cas de CDD. La procédure ensuite de l'abandon de poste. Et ensuite, nous traiterons des retards. Comment réagir face aux retards de vos collaborateurs et quelles sont les sanctions applicables en cas de retard. Et en 4e grande partie, comme je vous le disais, nous allons traiter avec Gwenaëlle des cas pratiques que vous allez pouvoir rencontrer au sein de votre entreprise. Dans la dernière partie de la webconférence, nous répondrons à vos questions que vous pouvez d'ores et déjà poser dans l'onglet « Questions » que vous avez en bas à droite de votre écran. Gwenaëlle et moi-même serons ravis de vous répondre. Petit sondage avant de commencer notre première grande partie sur les absences injustifiées. Je vais vous l'envoyer tout de suite. Tac. Vous pouvez y répondre en cliquant sur l'onglet sondage en bas à droite de votre écran. Vous aurez la réponse en fin de webconférence. Un employeur peut-il encore utiliser l'ancienne procédure d'abandon de poste, à savoir le licenciement pour faute grave? Oui ou non, vrai ou faux? Je vous laisse voter et vous aurez la réponse du coup en fin de webconférence. Gwenaëlle, si tu le veux bien, nous allons commencer notre première partie sur l'absence injustifiée avec notre première question. Qu'est-ce qu'une absence injustifiée déjà et quand un salarié doit-il prévenir de son absence? Alors déjà, commençons effectivement à définir les termes. Pour l'absence injustifiée, ça va être tout simplement
pour le salarié de ne pas se présenter à son poste de travail aux horaires qui étaient normalement convenus avec l'employeur. En tout état de cause, si effectivement un salarié ne se présente pas de base effectivement à son emploi aux heures prévues, il doit justifier du coup de son absence par plusieurs effectivement documents possibles. S'il ne les fournit pas, il sera considéré comme absence injustifiée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par documents qui peuvent effectivement justifier une absence? En fait, tout dépend des circonstances pour lesquelles justement il est absent. On va donner deux grands cas, les plus communs d'ailleurs, c'est dans le cadre effectivement d'un arrêt ou d'une absence pour raison de santé, celle-ci sera justifiée par un arrêt maladie d'un professionnel. Autre exemple relativement commun, c'est effectivement l'acte de décès lorsque l'absence résulte d'une perte d'un proche. Autre exemple qui, lui, par exemple, ne correspond pas, le témoignage d'un ami ne permettrait pas d'obtenir effectivement une absence justifiée. Alors, quand effectivement faut-il transmettre ce document qui justifierait de l'absence? Alors, il n'y a pas de texte légal qui prévoit l'obligation de le fournir à tel délai. Par contre, on va se calquer sur la référence que donne du coup le Code de la sécurité sociale pour transmettre un document ou un justificatif pour pouvoir obtenir les indemnités journalières, qui est du coup un délai de 48 heures. Délai d'ailleurs de 48 heures qui est transposé dans les conventions collectives. C'est pour ça que d'ailleurs, il sera très fortement recommandé de consulter vos conventions collectives, que vous retrouvez bien sûr sur le site de Jury Travail, pour effectivement justifier et voir les modalités de l'absence injustifiée. Merci beaucoup, Gwenaël. En effet, vous pouvez télécharger dès maintenant votre convention collective à jour des derniers accords. Vous avez deux possibilités, soit en PDF, soit au format papier. Et Marine vous enverra le lien directement dans le chat. Comment gérer et réagir face aux absences injustifiées du salarié? Alors, quelques préconisations, puisque déjà, effectivement, il faudrait voir dans la convention collective interne, donc du coup à la société ou dans un cas d'entreprise, pour voir effectivement, comme je l'ai dit précédemment, quels sont les délais pour transmettre cet arrêt pour justifier de l'absence. Sachant que ce qui pourrait être recommandé également pour vous les employeurs, ça serait d'engager dans le règlement intérieur l'instauration justement d'un délai, puisque du coup, un règlement intérieur peut prévoir un délai du coup pour justifier d'une absence. Délai, comme on le rappelle, effectivement, généralement de 48 heures. D'autant plus, ce qui peut être préconisé, c'est de ne pas effectivement banaliser la situation. Un employeur qui ne dit rien sur effectivement des absences injustifiées va, entre guillemets, cautionner cette situation. On peut effectivement commencer par des avertissements ou par effectivement toute sanction disciplinaire qui serait prévue dans le règlement intérieur. Sachant que effectivement, dans cette situation, on peut graduer, parce que tout dépend après de ce qui est instauré dans le règlement intérieur, mais graduer les sanctions, surtout si elles sont répétitives, les absences injustifiées. Avertissement, procédures disciplinaires telles que effectivement la mise à pied, donc disciplinaire ou conservatoire, et après, comme on le verra tout à l'heure, ça peut aller jusqu'au licenciement. Merci Gwenaël. Un faux arrêt maladie peut-il être sanctionné? Alors, oui, la réponse est un peu dans la question. Bien sûr que oui, un faux arrêt maladie peut être sanctionné. Alors, on va le voir, elle peut être sanctionnée sur 3 échelles. Déjà, concernant le salarié. Le salarié, effectivement, lorsqu'il ne justifie pas d'un justificatif d'arrêt légitime, déjà, lui, il va pouvoir effectivement être licencié pour faute grave. Ça a déjà été d'ailleurs tranché plusieurs fois par la jurisprudence lorsque, effectivement, l'arrêt était antidaté par le médecin ou par le salarié. Lorsque pendant son arrêt maladie, le salarié travaillait sur d'autres chantiers, ou même travailler de manière générale, de toute façon. Et voilà, de toute façon, c'est toujours du cas par cas. Ça, c'est effectivement le premier levier, en tout cas, que pourra utiliser du coup l'employeur. Ce sera plutôt ce qu'on dit une sanction civile, qui se passera du coup par le licenciement pour faute grave. Sanction qui peut aller également dans la sanction pénale, puisqu'en effet, le faux et usage de faux est quand même pénalement responsable, et d'ailleurs, c'est ce que prévoit l'article 441-1 du Code pénal et suivant. Ça, c'est le deuxième, effectivement, échelonnage de la sanction. Et il peut même y avoir une troisième possibilité pour l'employeur, c'est que, du coup, si l'arrêt est un faux et qu'il est issu, effectivement, d'un médecin, l'employeur pourra saisir l'ordre des médecins pour, effectivement, imputer une sanction disciplinaire au médecin fautif. Donc ça peut avoir quand même de graves conséquences. Tout à fait.
Merci Gwenaëlle. L'absence injustifiée du CDD, est-ce qu'on applique la même procédure? Alors, on va le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure dans la webconférence, mais oui, globalement, ça va être la même procédure. C'est juste que les conséquences ne seront pas les mêmes, puisque du coup, on va se contenter soit d'une sanction disciplinaire, soit de dommages et intérêts. Mais on va détailler ça un petit peu plus tard. Merci Gwenaëlle. Nous allons pouvoir commencer notre deuxième grande partie du coup sur l'abandon de poste et sur cette nouvelle procédure que nous allons voir en détail. Et première question déjà, comment reconnaître un abandon de poste et est-ce que ça concerne tous les types de contrats? Alors, donc du coup, vu que tu l'as fait en introduction et tu l'as présenté, cet abandon de poste, effectivement, le principe et le caractère général de celui-ci, d'un point de vue code du travail, a été caractérisé il y a moins d'un an. Effectivement, ça découle d'une loi qui date de 2022, mais qui a été transposée du coup dans le code du travail que très récemment, relativement récemment, bien sûr. Alors, comment le caractériser? Bon, bah, du coup, il n'y a pas de définition exacte, mais ça va être effectivement le fait que le salarié quitte subitement son poste de travail sans justificatif. Alors, du coup, quand je dis ça, on a l'impression que finalement, ça a quand même la même définition qu'une absence injustifiée. Et en fait, dans le cas global, c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est que du coup, les deux correspondent. C'est juste que du coup, avant, avec l'absence injustifiée, on pouvait avoir des sanctions bien définies. Et en fait, grâce ou à cause du coup du code du travail, derrière, on a le principe de l'abandon de poste qui va pouvoir introduire une nouvelle procédure sur les conséquences que va pouvoir en fait donner l'employeur sur le salarié. Deuxième question, et qui va être du coup, c'est là où va y avoir vraiment la différence entre absence injustifiée et abandon de poste. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'absence injustifiée, elle pouvait être pour tous les contrats, CDI ou CDD. Tandis que par contre, l'abandon de poste, lui, ne sera applicable que dans le cadre d'un CDI. Pardon. Le CDD, actuellement, n'est pas concerné par ce type de procédure. Merci Gwenaëlle. Donc quelle est-elle cette nouvelle procédure? Voilà, cette nouvelle procédure, du coup, elle est issue de la loi marché du travail du 21 décembre 2022, transposée donc en 2023 avec des décrets d'application. En gros, comment on applique cette procédure? C'est l'article L 1237-1-1 du Code du travail qui prévoit que dans le cadre d'un abandon de poste, l'employeur peut mettre en demeure le salarié. Donc attention, l'article de loi définit deux méthodes pour le mettre en demeure. C'est soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou alors remise en main propre contre signature. Et donc, du coup, cette lettre recommandée doit préciser pour le salarié de justifier de son absence et ensuite de reprendre son poste dans un certain délai. Alors, certains délais, le caractère certain délai, donc il est défini par ce même article, il est de 15 jours minimum. Quand je dis du coup minimum, ça veut dire que l'employeur qui décide de partir sur cette procédure peut partir sur 15 jours, 3 semaines, un mois. Ce sera effectivement libre à lui de décider du coup du délai. Alors, une fois qu'effectivement le courrier aura été envoyé, il va découler deux hypothèses. Première hypothèse, le salarié va reprendre du coup son travail suite à la mise en demeure, mais ne va pas justifier de son absence. Dans ce cas-là, on ne va pas effectivement partir sur la présomption de démission, mais bien sur une procédure disciplinaire sur la non-justification du coup de l'arrêt. Et là, on reprend ce qu'on avait vu en début de webconférence avec les conséquences qui vont avec. Par contre, du coup, deuxième hypothèse, le salarié ne répond pas, ne reprend pas le travail et du coup ne justifie pas de son arrêt. Dans ce cas-là, effectivement, on applique strictement ce nouvel article de loi dans le Code du travail et du coup, il sera présumé démissionnaire. Merci beaucoup Gwenaëlle. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran. Et si une question vous venait à l'issue de la webconférence ou une question spécifique sur un des cas, vous pouvez la poser gratuitement directement à nos juristes. Marine va vous envoyer directement le lien. Ils vous recontacteront avec plaisir pour répondre à votre question. Autre question, Gwenaëlle. Le salarié en abandon de poste doit-il effectuer un préavis et que faire si le salarié démissionne et abandonne son poste pendant son préavis? Alors, du coup, oui, vu que les règles de droit commun vont s'appliquer, puisque le nouvel article va juste poser le principe de l'abandon de poste avec la présomption de démission, mais ne va pas effectivement déroger aux règles qui sont déjà prévues par le Code du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, si on fait effectivement cette nouvelle procédure, qu'on met en demeure le salarié,
celui-ci ne répond pas et qu'en plus, il ne justifie pas de son absence, derrière, la démission sera actée. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra effectivement que le salarié fasse son préavis, pour le délai de préavis, voire convention collective nationale ou contrat de travail. Et ensuite, il devra du coup quitter son poste à la fin du préavis, avec toutes les conséquences qui vont avec. Bien sûr, du coup, l'employeur devra fournir le solde de tout compte le jour de la rupture du contrat. Qu'est-ce qui va se passer si effectivement le salarié démissionne et abandonne du coup son poste pendant son préavis? Et bah, également les mêmes conséquences que ce qui est déjà acté. Et bah, ça veut dire que si le salarié ne fait pas son préavis, ne le respecte pas, dans ce cas-là, effectivement, l'employeur pourra engager une procédure prud'homale pour demander des dommages et intérêts, compenser le préavis qui ne sera pas effectué. Mais si effectivement l'employeur décide de partir sur cette procédure de démission et qu'il peut prévoir du coup, comme si on appliquait le droit commun de toute façon, il peut prévoir d'un commun accord avec son salarié la dispense de son préavis. Et dans ce cas-là, si on part sur cette procédure avec une dispense de préavis, l'employeur devra quand même l'indemnité compensatrice de préavis, avec effectivement le solde de tout compte à la fin de la rupture du contrat. Merci Gwenaëlle. Et à partir de quand le salarié est-il présumé démissionnaire? Alors, la règle, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 15 jours pour justifier de son arrêt et de reprendre. Ça voudra dire que du coup, les 15 jours, ce sont les délais raisonnables, entre guillemets, que le salarié a pour du coup reprendre son travail et justifier. S'il ne le fait pas dans ces délais de 15 jours, ou alors délai plus grand que l'employeur aura laissé dans sa lettre de recommandée de mise en demeure, dans ce cas-là, la démission, elle sera actée au jour plus 1 des 15 jours, du coup, suite à la mise en demeure. Donc, actée, elle sera donc la démission. Et donc, du coup, il faudra faire soit le préavis s'il n'y a pas de dispense, ou alors avec la dispense, du coup, au jour du coup, suivant des 15 jours de la mise en demeure. Et donc, du coup, je le répète, c'est quand même très important. Il faudra quand même mettre à disposition le solde de tout compte pour le salarié le dernier jour, qu'il y ait dispense ou pas. Merci Gwenaëlle. Retour sur le CDD, est-ce qu'il existe une procédure particulière? Alors, du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, derrière, effectivement, la procédure pour l'abandon de poste avec présomption de démission ne s'applique que dans le cadre d'un CDI. Ça veut dire que pour le CDD, on ne peut pas effectivement mettre en demeure le salarié sous peine de mettre en demeure le salarié de justifier son absence et de reprendre sous peine de démission. Donc, du coup, on va partir sur la procédure classique, celle effectivement de la rupture du CDD de manière anticipée pour faute grave. Et dans ce cas-là, on applique ce qu'on connaît déjà. Concrètement, la procédure, c'est quoi? C'est convocation à un entretien préalable en vue d'une rupture de contrat de CDD, l'entretien préalable et ensuite la notification de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, avec les conséquences qui vont avec. Sachant que, vu qu'on est dans le cadre d'une faute grave, pas d'indemnité de licenciement, mais paiement du coup des indemnités de congés payés et effectivement du coup du restant du salaire et enfin, de manière générale le solde de tout compte. Les effets, du coup, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que quand on est dans un CDI et qu'il y a présomption de démission, les conséquences vont être que le salarié, qui va être présumé être démissionnaire, n'aura pas le droit à l'ARE, au chômage. Là, vu qu'on part dans la situation effectivement de la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, les conséquences vont être que le salarié va pouvoir toucher du coup son chômage. Deuxième possibilité qu'il existe pour le CDD, c'est que l'employeur, quand il est face à un abandon de poste, il laisse la situation comme telle. C'est-à-dire qu'il laisse le salarié ne pas venir du coup au travail, il ne paye pas son salaire et en fait, à la fin du CDD, du coup, la rupture ce ne sera pas anticipée, elle sera à terme, au jour du terme et donc du coup, le salarié sera présumé être du coup plus salarié du coup, et il pourra toucher donc, il ne pourra donc pas toucher pardon, son chômage vu que ça ne sera pas ça sera la fin de son CDD et à la fin du CDD, pas de chômage, tout simplement. Merci Gwenaëlle. Cette procédure s'applique-t-elle aux salariés protégés? Alors, cette procédure de l'abandon de poste, comme on vient de le voir, du coup, ça va être la question de la présomption de la démission. La présomption de la démission, il n'y a pas besoin effectivement de l'accord de l'intéressé pour pouvoir effectivement partir sur cette procédure. Donc en soi, aujourd'hui, actuellement, tant qu'on n'a pas de disposition contraire ou de jurisprudence contraire, à l'heure actuelle, rien n'empêche de partir sur la procédure d'abandon de poste avec présomption de démission sur un salarié protégé. Par contre, attention aux conséquences qui peuvent être effectivement les délits d'entrave notamment. Donc,
Pour l'instant, c'est légal, mais pas acté en tout cas. À suivre, donc. Oui, à suivre du coup. Un salarié part en congé malgré un refus de son employeur. Comment réagir? Bah, en fait, ça va dépendre en fait un peu de la situation. Je m'explique. En fait, si le salarié décide de partir en congé malgré le refus de l'employeur, refus qui sera justifié bien sûr par l'employeur et dans les délais prévus par la loi, dans ce cas-là, oui, le salarié est fautif et dans ce cas-là, on part sur un licenciement pour faute lourde, comme on a vu précédemment. Et d'ailleurs, ça a été même acté par une jurisprudence de 1974. C'est même pas une faute grave, ça serait une faute lourde. Par contre, si le salarié décide effectivement de partir quand même en vacances malgré le refus de l'employeur, eh ben, il y a un cas où ce n'est pas fautif. C'est dans le cas où l'employeur émet le refus un peu moins d'un mois avant effectivement son départ et qu'il ne le justifie pas, ne justifie pas le refus. Dans ce cas-là, si le salarié refuse de ne pas effectivement refuse le refus de l'employeur et qu'il part quand même en congé, il ne sera pas caractérisé comme fautif et donc pas de procédure du coup de licenciement pour faute grave, ni même de sanction disciplinaire. C'est en ce sens que la Cour de cassation a tranché en 2010. Un salarié parti en congé ne rentre pas à la date prévue. Peut-il être considéré comme ayant abandonné son poste? Et dans ce cas-là, oui, c'est tout à fait possible. On reprend la même procédure que l'abandon de poste avec présomption de démission, courrier de mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre remise en main propre. On attend 15 jours minimum. Si le salarié n'a toujours pas repris et qu'il n'a pas justifié, dans ce cas-là, présomption de démission. Par contre, comme on l'a dit tout à l'heure également, si le salarié reprend mais qu'il ne justifie pas effectivement de son absence, dans ce cas-là, sanction disciplinaire. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Nous allons pouvoir passer à notre troisième grande partie sur les retards. Je vous rappelle que vous pouvez, je vais y arriver, poser vos questions directement dans l'onglet questions. Nous y répondrons en fin de webconférence ou si vous avez une question bien spécifique sur un cas de votre entreprise, n'hésitez pas à la poser directement à nos juristes. Ils vous recontacteront dans les prochains jours pour vous répondre précisément. Donc les retards, Gwenaëlle, avec notre première question, un retard peut-il constituer une cause de licenciement? Alors, oui, de manière générale, un retard peut effectivement justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Alors par contre, ça toujours du cas par cas. Je m'explique. C'est que du coup, ça va dépendre des circonstances, du nombre de fois du retard, l'amplitude du coup du retard, puisqu'effectivement les conséquences ne sont pas les mêmes si le salarié est souvent en retard de 2-3 minutes comparé à des salariés qui sont en retard d'une demi-heure, 1 heure. Ça va dépendre également donc du coup de la perturbation que l'employeur pourra justifier par rapport à l'organisation de l'entreprise. Et donc du coup, dans cette situation, il y a des cas qui tranchent en faveur effectivement de l'employeur sur le licenciement légitime et d'autres, ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple effectivement d'un arrêt de 82 qui a très clairement émis que malgré le fait qu'un retard soit répété, à partir du moment où l'amplitude du retard est très faible, ça ne justifie pas effectivement d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, puisqu'en fait, il n'y a pas de réelle désorganisation de l'entreprise pour effectivement alors là, dans cette situation, c'était 2-3 minutes, il me semble, mais en tout cas, ça ne justifie pas d'une désorganisation de l'entreprise. Alors attention, ce n'est pas parce que ça ne justifie pas d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse que l'employeur ne peut pas mettre de sanctions disciplinaires. Un blâme, un avertissement, voire même effectivement une mise à pied disciplinaire peut totalement aller dans le sens effectivement du coup de l'employeur. Il y a eu d'autres cas où effectivement, par contre, ça a été tranché à l'inverse, lorsqu'effectivement le salarié qui est persistément en retard, en dépit des différents avertissements, qui ne respecte pas les horaires de travail qui lui sont imposés, etc. Là, effectivement, il y a caractérisation d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire même pour faute grave. Mais là, comment ça a été justifié? Ça a été justifié par les différents avertissements qui ont été antérieurs. Alors, attention, on ne peut pas licencier un salarié qui a déjà, enfin, pour un motif qui a déjà été sanctionné. C'est dans cette situation, c'était dans l'article 81, c'est qu'il y avait plusieurs retards qui ont déjà été sanctionnés et un nouveau retard qui avait été effectivement pas encore sanctionné avait entraîné ce licenciement et avait été confirmé à cause des différents avertissements précédents. Voilà un petit peu ce qu'il en est, mais toujours un peu du cas par cas. Comment réagir face à ces retards?
Alors, déjà, première chose qui va être à vérifier, ça va être déjà la cause du retard de manière générale. Est-ce que c'est réellement excusable? Est-ce qu'il y a effectivement une désorganisation? Puis ensuite, effectivement, on va, alors, c'est pas forcément un conseil, mais une recommandation peut être faite sur effectivement d'appliquer dans un premier temps des sanctions, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure d'ailleurs, sur des sanctions un petit peu basses entre guillemets, telles que des blâmes ou des avertissements. D'abord privilégier ça. Comme ça, si ça ne se reproduit pas, du coup, tant mieux, vous aurez eu ce que vous vouliez finalement, arrêter les retards. Par contre, si ça persiste, comme je viens de le dire dans la jurisprudence de 81, ça peut entraîner un licenciement. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Nous avons fait du coup un petit récapitulatif de toutes les recommandations en fonction des fautes, donc retard, absence injustifiée, abandon de poste. Sachez que vous retrouverez du coup ce schéma qui est très clair et très complet dans la présentation qui vous sera envoyée par email dans les prochains jours avec le replay de la webconférence. Gwenaëlle, est-ce que tu veux commenter un petit peu ce Oui, schéma alors peut-être? pour le coup, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu déjà sur la webconférence. Là, en fait, on vous fait des recommandations de manière générale de comment réagir. Là, par exemple, un retard, bon, déjà, on va convoquer le salarié, on va essayer de comprendre les raisons. Ensuite, on va lui rappeler par un avertissement à blâme sur effectivement les conséquences que ça peut avoir et lui rappeler du coup ce que prévoit son contrat de travail ou son planning pour effectivement lui rappeler qu'il a des horaires bien fixes et qu'il doit embaucher et débaucher à ses horaires bien fixes. Pour l'absence injustifiée, donc du coup, on va essayer de contacter, déjà constater dans un premier temps l'absence, prendre contact avec le salarié si c'est possible, se référer au règlement intérieur et ensuite, du coup, appliquer des sanctions si besoin. Abandon de poste, pareil, constater l'absence du salarié, tenter de le contacter, essayer de trouver une solution amiable à la situation. Et si malgré tout ça, effectivement, il n'y a rien qui est fait, on reprend la procédure que j'ai énoncée tout à l'heure. Si on est dans le cadre d'un CDI, dans ce cas-là, lettre recommandée avec accusé de réception, avec demande de justificatif d'absence et de reprise, et on en prend les conséquences qu'il y a besoin, suivant la réponse ou non. Merci Gwenaëlle, et vous pourrez retrouver l'intégralité de la procédure sur l'abandon de poste ou encore les absences injustifiées dans notre dossier complet que vous allez pouvoir télécharger dès maintenant sur le site de Jury Travail ou que Marine vous enverra dans le chat. Il reprend vraiment en détail tout ce que vous a expliqué Gwenaëlle. N'hésitez pas à le télécharger, c'est une véritable aide pour la gestion des absences injustifiées dans votre entreprise. Nous allons pouvoir passer au cas pratique, cas que vous allez potentiellement pouvoir rencontrer au sein de votre entreprise, comment y réagir et quelle est la procédure. Première question, Gwenaëlle, dans quel cas les juges ont-ils considéré que le licenciement pour faute grave suite à une absence non autorisée était justifié? Alors moi j'ai deux exemples très concrets, hein. Dans un premier temps, un arrêt de 98 qui a très clairement rappelé qu'une absence injustifiée ou non autorisée permettait effectivement un licenciement pour faute grave. C'était le cas donc dans un premier arrêt de 98 qui disait qu'un cadre qui s'était absenté pour une journée sans motif et malgré en plus un refus de l'employeur parce que du coup ce salarié lui avait demandé donc, du coup une absence, et du coup en plus avec ce refus plus effectivement de manière injustifiée, et hop là, licenciement pour faute grave. Deuxième exemple, c'est effectivement un arrêt de 2000. C'est effectivement lorsqu'un salarié va s'absenter pendant 3 jours sans motif à la veille d'une fermeture annuelle de l'établissement, alors qu'il avait effectivement un travail urgent à terminer. Ces deux exemples très concrets permettent de caractériser un licenciement pour faute grave. Merci Gwenaëlle. Dans quel cas les juges ont-ils considéré que l'absence non autorisée du salarié ne justifiait pas un licenciement pour faute grave? Alors, pour le coup, ça va être effectivement, il y a toujours du cas par cas. C'est dans le cadre où effectivement les absences répétées du salarié ne permettent pas de justifier une désorganisation du coup de l'entreprise. C'est ce qui est un arrêt de 94. Dans un arrêt de 91, c'est lorsqu'effectivement il y a une faible amplitude du coup de l'absence. Lorsque l'absence est prolongée, alors cas très concret effectivement qui va aussi faire correspondance avec du harcèlement moral, c'est que dans un arrêt de 2006, dans cette situation, il y avait une absence prolongée effectivement du salarié qui n'était pas actuellement justifiée, mais qui lors du procès avait été caractérisée, donc je parle de l'absence, à cause effectivement d'un harcèlement moral. Harcèlement moral qui avait été acté par effectivement les prud'hommes. Et en fait, la caractérisation du harcèlement moral par les prud'hommes avait donc du coup, entre guillemets, justifié
du coup de l'arrêt, et donc du coup cela ne permettait pas un licenciement pour faute grave. Là, on rentre dans un cas très particulier, c'est effectivement une double caractérisation qui a été faite en justice directement. Donc, même si lorsque le salarié était absent, vraiment avant l'action en justice, hein, même si le salarié avait été absent de manière non justifiée, si derrière les juges caractérisent un harcèlement, que l'absence injustifiée était due au harcèlement, et qu'en plus de cela, effectivement, il y avait eu un licenciement, ces motifs-là permettent de contredire le licenciement, voire même du coup de l'annuler. Merci Gwenaëlle. Dans quel cas les juges ont-ils considéré que l'absence non autorisée justifiait un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave? Alors, là, pour le coup, ça va être effectivement les absences entre guillemets, «longue durée». Alors attendez, oui, c'est ça. Ça va être les absences longue durée, parce que du coup, si effectivement il n'y a pas une absence longue durée qui effectivement n'est pas justifiée, qu'il y a une désorganisation de l'entreprise, derrière effectivement la cause réelle et sérieuse est surtout retenue plutôt que la faute grave. Un salarié protégé s'est absenté de son poste sans autorisation pour se rendre à une réunion se déroulant dans le cadre de son mandat. Peut-il être sanctionné? Alors du coup, pour le salarié protégé, effectivement, là, ça va être un peu plus délicat. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'absence pour effectivement se rendre à une réunion, eh ben, comme vous le savez, il y a du coup pas spécialement de réglementation sur ça. Tout va dépendre en fait du règlement intérieur. Pourquoi? Parce que le règlement intérieur va pouvoir prévoir ce qu'on appelle un délai de prévenance que effectivement le salarié protégé a ou doit avoir en tout cas pour effectivement avertir l'employeur qu'il y a des réunions ou en tout cas une utilisation de ces heures de délégation qui doit effectivement lui permettre de pouvoir exercer son mandat tout en quittant son poste de manière justifiée. Là, en fait, dans cette situation, tout dépend du délai de prévenance et s'il a été respecté ou pas. Si le règlement intérieur prévoit effectivement un délai de prévenance et que le salarié effectivement l'a respecté, dans ce cas-là, effectivement, pas de sanction sur le salarié protégé. Par contre, si le salarié protégé, donc du coup dans le règlement intérieur, il y a bien un délai de prévenance, que le salarié protégé n'a pas respecté ces délais de prévenance, et encore pire, s'il était au courant effectivement de son absence bien en amont du jour J et qu'il n'a pas prévenu l'employeur, là, effectivement, une sanction peut être donnée, puisque là, on est dans le cas d'une mauvaise foi. Alors attention, je le rappelle, ici, on n'a pas besoin de l'autorisation quand même de l'employeur. Ici, c'est surtout une prévenance. On doit prévenir l'employeur, on ne lui demande pas l'autorisation. Donc après, si le salarié protégé respecte le délai de prévenance, qu'il a encore effectivement des heures de délégation, ou en tout cas des heures qui lui permettent d'exercer son mandat, l'autorisation n'est pas nécessaire, tant qu'il l'aura prévenu, qu'il peut prouver qu'il l'a prévenu. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Avant de passer à vos questions, on va pouvoir répondre à notre sondage qui était donc un employeur peut encore utiliser l'ancienne procédure d'abandon de poste, autrement dit le licenciement pour faute grave. Gwenaëlle? Alors, bah, du coup, oui, totalement. Un employeur actuellement peut quand même garder effectivement l'ancienne procédure qui est effectivement le licenciement ou laisser la situation dans l'état dans lequel il se trouve pour effectivement ne pas partir sur l'abandon de poste. Puisque comme on l'a vu tout à l'heure, les conséquences sont pas les mêmes. Derrière l'abandon de poste, si le salarié revient, bah, du coup, on ne pourra lui donner qu'une sanction disciplinaire sur l'absence injustifiée, tandis que si on lance la procédure pour faute grave, qu'il reprenne ou pas, la procédure continuera d'elle-même. Et en fait, pourquoi effectivement il y a toujours cette possibilité? En fait, elle découle de la rédaction du coup de l'article de loi que a prévu justement cette loi donc en 2022. En effet, il est marqué dans l'article R 1237-13 que l'employeur qui va constater un abandon de poste entend faire valoir la présomption de démission, va mettre en demeure, etc. En fait, c'est surtout la partie peut faire valoir. Ça veut dire que du coup, par le biais de cette hypothèse, le législateur laisse quand même la possibilité aux employeurs de partir sur d'autres procédures. Il laisse la possibilité de partir sur l'abandon de poste, mais il peut partir pour un licenciement pour faute grave ou alors laisser la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Cette formulation actuelle, elle est toujours donc en état, hein, 2 juillet 2024. Tant qu'il n'y a pas une modification de cet article de loi, toujours la possibilité de partir sur les anciennes procédures sans problème. Voilà, donc vous avez été en égalité parfaite sur ce sondage-là parce qu'on est à 50-50 entre le vrai et le faux. Merci Gwenaëlle pour toutes ces réponses.
Je vous le disais, vous avez été nombreux à nous poser vos questions dans l'onglet questions. Je vous remercie. On va répondre à un maximum de questions avec Gwenaëlle. Si nous n'avons pas le temps de répondre à votre question, n'hésitez vraiment pas à la poser gratuitement. Votre première question est gratuite à nos juristes. Ils vous répondront dans les jours qui viennent avec grand plaisir. Merci à vous. Gwenaëlle, si tu le veux bien, nous allons pouvoir passer du coup aux questions de nos participants avec une première question. Que fait-on de la définition de la donnée par la Cour de cassation devant les prud'hommes? Dans la pratique en entreprise, on préfère garder la main comme antérieurement. Là, comme je viens de l'expliquer, et d'ailleurs c'est la réponse du sondage de toute façon, effectivement, sur la pratique, vous êtes libre de garder effectivement la procédure comme elle était antérieurement. En fait, c'est surtout une nouvelle possibilité qui est laissée par l'employeur, bien sûr dans le cadre des CDI, bien sûr, mais libre à vous effectivement de repartir sur un licenciement pour faute grave ou laisser la situation comme elle est actuellement. Maintenant, la définition de la démission, c'est concrètement une résiliation, enfin une fin de contrat du coup, à l'initiative du salarié. Et si même dans le cadre de l'abandon de poste, c'est pas le salarié qui aura émis volontairement du coup sa démission, c'est par le biais de son silence sur la reprise et sur l'absence du coup injustifiée qui caractérisera sa démission. Mais après, libre à vous de partir sur l'abandon de poste ou pas, hein. C'est un choix de toute façon qui est laissé et actuellement encore, je répète, le choix est encore libre. Le législateur n'impose pas l'abandon de poste, elle laisse la possibilité de le faire. On revient cette fois au début de la webconférence avec la justification de l'absence. Quel est le point de départ de 48 heures? Alors, encore une fois, tout dépend de quelles 48 heures on parle. Si on parle des 48 heures pour toucher l'indemnité journalière, celle qui est prévue de base déjà par la loi, les 48 heures, ça va être le lendemain du coup de l'absence. Si effectivement si le salarié effectivement du coup part en milieu d'après-midi, et du coup il aura 48 heures à partir du lendemain pour le justifier. Si le salarié n'est pas présent dès le début de la journée, il aura 48 heures au jour du début de l'absence, donc à l'heure 1 du coup de son absence pour justifier. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser la question au juriste via le lien de Marine. Ça, c'est dans le cadre de l'indemnité journalière. Si effectivement ce délai de 48 heures est imposé par la convention collective, du coup, voir convention collective qui marquera le point de départ. Merci Gwenaëlle. Une question cette fois. Mon courrier AR de mise en demeure de reprendre le travail m'est revenu car la salariée a déménagé sans nous avertir. Elle a enfin trouvé la nouvelle adresse. Est-ce que l'employeur doit reprendre la procédure ou puis-je acter la démission et enclencher le délai de préavis? Non, il faudra effectivement redémarrer la procédure. Ça a déjà été acté plusieurs fois par la jurisprudence. Si effectivement le salarié a déménagé, que le courrier vous revient pour peut-être fausse adresse, déménager, etc., il faudra considérer que du coup le salarié ne l'aura jamais reçu et que vous n'êtes pas trompé en soi, mais que du coup vous l'avez envoyé à la mauvaise adresse. Donc il faudra reprendre la procédure, puisque si ça devait aller devant les prud'hommes, cela pourrait marquer effectivement une situation où le salarié n'aurait jamais pu en fait justifier de son absence et reprendre le travail. Merci Gwenaëlle. On reste dans le courrier avec un salarié qui ne va pas chercher son recommandé de demande de justificatif. Quel délai pour acter l'abandon de poste? Alors, du coup, si on part sur l'abandon de poste et que le salarié ne va pas chercher le recommandé, alors du coup, ce n'est pas effectivement la date où il va chercher le recommandé qui fera partir le point de départ de ces fameux délais de 15 jours. Ça sera la date de la première visite de la poste qui fera foi. En gros, la poste va effectivement acter donc un passage, donc le premier passage. Et si effectivement le salarié aura 15 jours pour aller le récupérer, son courrier recommandé de toute façon, mais vous, en tout cas de votre côté employeur, vous allez recevoir un avis de la poste qui dira premier passage, telle date, pas récupéré. Mais du coup, c'est comme du coup la notification de licenciement. C'est pas effectivement la date de réception de la notification, c'est vraiment la date du premier passage. Et donc, du coup, le premier passage fera démarrer le délai de 15 jours. Merci beaucoup Gwenaëlle. Dans le cadre de la procédure d'abandon de poste, si dispense de préavis par l'employeur pour gagner du temps dans la libération du poste, alors quel est l'impact sur le solde de tout compte? Alors, du coup, deux conséquences. Parce que, du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la dispense d'un commun accord du préavis par l'employeur avec effectivement l'accord du salarié, la dispense, elle entraîne une indemnité compensatrice de préavis.
indemnité compensatrice de préavis qui devra être versée dans le solde de tout compte, avec effectivement les salaires manquants, les congés payés, etc., classique. Et en fait, le deuxième impact, c'est que dans le cadre effectivement de l'abandon de poste, s'il y a une dispense de préavis, et ben, du coup, ça sera à la fin du délai de 15 jours que du coup, sans réponse ou sans reprise, que démarrera la rupture du contrat, avec dispense, hein, j'insiste. Et donc, du coup, pour rappel, le Code du travail prévoit que le solde de tout compte doit être mis à disposition au jour de la rupture. Alors, j'entends qu'effectivement, le solde de tout compte, il est difficile de le donner et de le verser au jour effectivement de la rupture. C'est pour ça d'ailleurs que la jurisprudence a déjà tranché plusieurs fois sur la disposition, la mise à disposition d'un délai raisonnable pour l'employeur de le transmettre. Un délai raisonnable actuellement, 7 à 15 jours après la rupture du contrat pour mettre à disposition ce fameux solde de tout compte. Merci beaucoup, Gwenaëlle, pour l'ensemble de tes réponses. Pour les questions auxquelles nous n'avons pas pu donner une réponse, je vous le répète, mais vous pouvez vraiment poser votre question gratuitement à nos juristes qui vous recontacteront pour vous répondre précisément à votre problématique. En attendant, n'hésitez pas à télécharger nos dossiers complets sur les absences injustifiées, l'abandon de poste et également nous avons des modèles de lettres sur notamment la mise en demeure dont vous parlez, Gwenaëlle, sur l'abandon de poste. Marine vous a envoyé du coup les liens et vous pourrez les retrouver directement sur le site de Jury Travail. Je vous invite également à aller voir nos formules que nous avons créées spécialement pour les professionnels pour vous accompagner vraiment dans la gestion de votre entreprise et de ce genre de problématiques au quotidien. Vous pourrez avoir en ligne des juristes comme Gwenaëlle qui pourront répondre précisément à vos questions. Gwenaëlle, merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup pour toutes ces réponses très claires. Merci à vous vraiment pour votre fidélité, votre participation. Les webconférences reviennent en septembre. Je vous invite à aller sur le site de Jury Travail pour regarder les replays de toutes les webconférences qu'on a pu faire depuis le début de l'année, que ce soit en droit du travail ou en autre droit, en tout cas que des thématiques qui impactent directement votre entreprise. Je vous souhaite à tous un très bel été et à très très bientôt sur Jury Travail.